Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer à parler des inférences. Donc là aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on présente les différents types d'inférences ainsi que leur catégorisation. Je ferai du coup certainement deux autres vidéos par rapport aux 4 dernières heures qui nous attendent la semaine prochaine. Commençons tout de suite. Alors dans le langage, l'implicite y est omniprésent. Une inférence est nécessaire pour capter le message implicite et ainsi mieux comprendre un texte. Les textes ne sont que dans de rares cas totalement explicites, car les textes deviennent plus longs et toute explicité est très chronophage à l'oral. Le taux d'implicite d'un texte dépend bien entendu du public visé. Des livres pour de jeunes enfants sont plus explicites que des livres pour lecteurs experts, avec souvent des images pour combler l'implicite, plutôt compenser. Une inférence est en fait la récupération d'informations utiles et manquantes en passant par nos connaissances et donc notre mémoire. Il existe deux principaux types d'inférences sémantiques. Nous avons les inférences de liaison, qui permettent de mettre en lien deux phrases d'un texte grâce à nos connaissances. Elles sont nécessaires pour bien comprendre un texte contenant de l'implicite. Un manque de ce type d'inférence risque d'entraîner une représentation mentale incohérente. Donc là, j'ai même mis des petits codes couleurs pour savoir quel type d'inférence appartient à quelle catégorie. Donc ensuite, on a les inférences d'élaboration, qui est l'ajout de nos connaissances dans une phrase pour venir enrichir notre modèle de situation. Ces inférences ne sont pas nécessaires mais restent un plus. Autrement dit, liaison, on a deux phrases qu'on vient mettre en lien grâce à nos connaissances. Inférence d'élaboration, on a une phrase et on y ajoute des connaissances pour enrichir notre représentation mentale. Donc là, on a l'exemple de Pierre creuse un trou. L'inférence d'élaboration qu'on peut faire ici, c'est qu'il a utilisé probablement une pelle, même si d'autres instruments sont possibles. Et là, on a donc ici une inférence instrumentale qui appartient aux inférences d'élaboration. On va revenir sur cette inférence instrumentale un peu plus tard. Là, il existe un troisième type d'inférence qui en fait n'est pas vraiment présente, euh, qui n'appartient pas aux inférences sémantiques et donc peu présente dans les textes, c'est les inférences logiques. Alors ici, c'est la structure et le raisonnement qui comptent et non pas la sémantique. Parmi ces inférences, nous avons le grade scientifique qui est la déduction, l'induction, l'abduction et l'analogie. Et on peut parler en fait, pour dire autrement, on peut parler d'inférence déductive et d'inférence inductive, d'inférence abductive, d'inférence analogique. Et donc là, j'ai fait un petit page dans lequel je vais tout simplement m'étaler sur ces quatre types de inférence logique. Alors du coup, j'ai ici les quatre différents noms et on a des exemples. Donc l'exemple pour la déduction, c'est le syllogisme. Donc c'est avec l'exemple de Socrate où tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc là, la conclusion, elle est sûre à 100% si les prémices sont vraies. Donc par exemple, si je dis une prémisse qui serait fausse, donc par exemple tous les hommes sont immortels, Socrate est un homme, donc Socrate est immortel, là, la conclusion serait fausse car une des deux prémisses serait fausse. Donc pour l'induction, on a un exemple que j'ai trouvé, c'est la reproduction d'études. C'est quand on, on reproduit une étude qui a déjà été faite et qu'on trouve le même résultat par induction en faisant un ensemble d'observations, on va pouvoir en tirer une conclusion. Le problème, c'est que cette conclusion reste probable et qu'elle peut être contredite par le moindre contre-exemple. Si on a 10 études qui vont dans le même sens, mais qu'on reproduit avec une nouvelle étude, euh, avec la même méthodologie, mais qui montre un résultat contraire, bah là, ça va être contredit par un contre-exemple, et du coup, la conclusion va devenir fausse. C'est comme l'exemple, euh, je sais pas, des signes blancs. On va faire une loi, une conclusion comme quoi tous les signes sont blancs, à force d'en observer des signes blancs, jusqu'au jour où on croise un signe noir. Alors ensuite, l'abduction, donc le petit exemple que j'ai trouvé, ça serait par exemple pour trouver une cause. Donc l'abduction, c'est l'idée vraiment de trouver une cause principale et plausible à un événement plus ou moins étonnant. Donc là, l'exemple, ça serait
quelqu'un qui serait absent au partiel. C'est vrai que parfois dans les partiels, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des absences. Donc c'est un peu étonnant, car les partiels, c'est vraiment le moment le plus important de l'année, c'est les partiels, quoi. Faut mieux pas les rater, sinon tu te mets juste dans le pétrin, quoi. Et donc, faut souvent essayer de trouver une cause à pourquoi un étudiant serait absent au partiel. Donc là, on peut trouver des causes probables, par exemple qu'il a changé d'études, je sais pas, on peut trouver plein d'explications, mais là, encore une fois, la cause reste probable, et d'autres explications sont souvent possibles. Et on finit avec l'analogie. Alors l'analogie, euh, c'est quand on met en fait en rapport des connaissances que nous possédons avec des connaissances que nous allons apprendre. Donc là, j'ai fait l'exemple d'Indochine et Gojira. Donc l'exemple que je donne, en imaginant que vous ne connaissez pas Gojira, mais que vous connaissez Indochine, c'est Indochine est à la pop rock ce que Gojira est au métal. Donc là, ce que vous devez déjà connaître, c'est qu'est-ce que c'est Indochine, qu'est-ce que c'est la pop rock, qu'est-ce que c'est le métal. Et par contre, ce que vous pouvez ne pas savoir, c'est ce qu'est Gojira. Voilà. Et donc là, la question, dans cette analogie, c'est qu'on vous demande quand même des connaissances implicites. Donc c'est ce qu'est Indochine à la pop rock. Donc en fait, c'est le groupe francophone le plus connu. Donc là, ce que vous comprenez du coup, c'est que Gojira est le groupe de métal francophone le plus connu. Voilà. Là, c'est une analogie où on a une liaison entre deux événements connus qu'on va pouvoir transmettre à un événement qu'on ne connaissait pas. Enfin, un élément qu'on ne connaissait pas. Donc oui, là encore une fois, je pense, là c'est pas vraiment écrit dans le ciel, mais ça c'est mon avis personnel. Si les connaissances attendues sont vraies, bah là du coup la conclusion sera certaine, oui certaine et plutôt dans une logique presque stricte. Oh, oui, logique stricte. Hop, j'ai passé un peu trop de temps là-dessus, hein. Du coup, étalons-nous maintenant sur les inférences d'élaboration. Alors, parmi les inférences d'élaboration, dont je rappelle, ce sont celles qui ne sont pas indispensables, celles qui permettent juste d'enrichir notre modèle de situation. Elles ne sont pas indispensables à la compréhension minimale d'un texte, quoi, contenant de l'implicite. Alors, la présupposition est une information implicite que l'on peut déduire directement du texte. C'est-à-dire sans vraiment utiliser nos connaissances. Elle est souvent associée au verbe. Donc par exemple, cesser de fumer. Donc si je dis qu'une personne a cessé de fumer, il y a une présupposition comme quoi elle fumait auparavant. Si on met un négatif, ça va aussi marcher. Si on dit que la personne n'a pas cessé de fumer, on présuppose à ce moment-là, grâce au verbe cesser, que euh, à un moment antécédent, elle fumait. Donc on remarque dans l'exemple que la présupposition reste vraie, donc Q+, donc la présupposition c'est que la personne fumait euh, avant d'arrêter ou avant de continuer, même si la phrase devient négative, donc là je viens de faire l'exemple, si elle a cessé de fumer, enfin Jean a cessé de fumer, ou Jean n'a pas cessé de fumer, dans tous les cas la présupposition qu'il fumait auparavant est vraie. Donc après on a un sous-type de présupposition, c'est la présupposition existentielle, qu'on a pas mal vu au TD10, et elle est très présente dans les textes et nous permet d'admettre qu'un personnage ou un objet existe. Donc là c'était l'exemple donné en CM dans le diapo du roi de France qui est chauve. Donc là il y a une présupposition existentielle qui aurait un roi de France, donc on aurait un roi de France qui existerait réellement. Donc on remarque dans l'exemple que la présupposition existentielle peut être fausse. Donc typiquement nous, euh, actuellement en France, nous n'avons pas de roi en France. Nous avons un président de la République euh, qui se prend un peu trop pour un roi peut-être. Jupiter Ier. Mais oui, du coup, au TD10, on a beaucoup vu d'exemples sur les présuppositions existentielles lorsqu'on fait traiter différentes phrases. Alors ensuite, donc d'autres inférences d'élaboration, nous avons l'inférence instrumentale, qui est une inférence sur l'utilisation d'un outil pour effectuer une action. Alors, on avait l'exemple de Pierre que j'ai dit auparavant, mais aussi un autre exemple, c'est il signale le contrat. L'inférence est ici probable, donc c'est l'inférence qu'on ait utilisé un stylo pour signer le contrat. Là, c'est l'inférence, c'est qu'on a utilisé un stylo pour signer. Donc une grande majorité d'une population va faire l'inférence du même outil, donc que c'est un stylo qui va être utilisé, mais des exceptions avec l'utilisation inférée d'autres outils est possible. Donc ça se peut que parmi une population, il y en a quelques-uns qui ne fassent pas l'inférence que ce soit un stylo qui soit utilisé, mais un crayon ou parfois même une tablette lorsqu'on signe par exemple un recommandé, enfin quelque chose comme ça venant de la poste quoi. Autre inférence,
inférence sur la conséquence probable, qui est une inférence dans laquelle nous utilisons le contexte donné pour essayer d'anticiper une conséquence. Donc par exemple, si je dis qu'il est 23h ou 11h du soir, je dis que je baille et que mes yeux se ferment tout seuls, on va pouvoir, à partir de ce contexte que nous avons, anticiper une conséquence, c'est probablement que je vais aller me coucher, que je vais aller dormir. Alors, ces inférences basées sur du probable sont moins nécessaires et surtout utiles à enrichir notre représentation. Ça, je l'ai déjà dit. Elles restent difficiles à étudier scientifiquement au vu des inférences qui peuvent varier selon les individus pour un même énoncé. Donc là, c'est l'exemple des inférences instrumentales où conséquences, on peut peut-être penser qu'il va y avoir différentes conséquences suivant un contexte plus ou moins ambigu. Alors là, oui, là, j'avais donné un petit exemple un peu, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais un exemple, un vécu quoi. Donc si je dis il a réussi à boucher le trou au cul du récupérateur d'eau. Donc là, inférence instrumentale, qu'est-ce qu'il a utilisé? Là je vais vous dire, j'ai vraiment fait cette situation, pardon. Et bah la réponse c'est impossible, c'est improbable que vous la trouviez. Donc typiquement, ce que j'ai fait, enfin là c'est vraiment juste une anecdote personnelle, c'est que j'ai utilisé du coup deux bouchons d'Oasis et du chewing-gum. Voilà. Mais bon, ça c'était le petit moment, petite parenthèse du jour, quoi, qui nous permet, sans transition, de passer aux inférences de liaison. Donc là, ce sont les plus importantes pour la bonne compréhension d'un texte. Donc nous avons, dans un premier temps, l'inférence référentielle, aussi appelée anaphorique, qui est indispensable pour comprendre à qui réfère un pronom ou un groupe de mots dans une phrase. De nombreux travaux ont été effectués sur ce type d'inférence pour étudier la compréhension des enfants. Donc là, j'ai fait un exemple où on a dedans, en gras là, deux inférences anaphoriques à effectuer pour bien comprendre les deux phrases et les mettre en lien. Mon chien court après les corbeaux et il n'arrive jamais à les attraper. Donc là, on doit comprendre à qui réfère le il et à qui réfère le les. Donc le il réfère au chien et les attraper, le les réfère au corbeau. Si on n'arrive pas à faire ces deux inférences anaphoriques, pardon, on ne va absolument pas réussir à mettre en lien les deux phrases. Et donc, forcément, la compréhension va être mise à rude épreuve. Alors ensuite, deuxième inférence de liaison que nous voyons, c'est pas exhaustif, c'est une partie de ce qui existe, qui nous est donné en CM. Donc l'inférence causale qui est l'attribution d'une cause implicite qui permet de lier deux phrases dans un texte. Donc là, encore une fois, notre exemple que celui du CM, il a passé toute la journée à la BU, il est revenu chez lui fatigué. Là, on doit faire une inférence causale pour lier les deux phrases, c'est que cette personne a sans doute travaillé à la BU. Ah oui, donc petit bonus du TD10, parce qu'on l'a vu en TD mais pas en CM, ce sont les inférences scalaires, dans laquelle nous utilisons nos connaissances numériques, mais aussi spatio-temporelles, pour inférer un élément implicite d'un texte. Donc je suis pas sûr, mais je les ai mis en inférence d'élaboration. Donc là, typiquement, j'ai fait une inférence transitive dans l'exemple là. La moyenne du brevet des collèges 2022 est supérieure à celui de 2021, mais inférieure à celui de 2020. Donc là, on a une inférence transitive, mais ça peut être aussi du coup une inférence spatio-temporelle, etc. Ça appartient au scalaire, donc c'est tout ce qui est aux alentours du numérique, du raisonnement presque logique. Donc là, ce qu'on comprend dans mon inférence transitive, là un peu, c'est que 2022 est supérieur à 2021 et 2020 est supérieur à 2021. C'est ça qu'il faut. D'ailleurs, c'est pas vraiment transitif mon exemple. Si ça aurait été les deux supérieurs, par exemple, est supérieur à celle de 2020, bref, vous savez, c'est le A supérieur à B supérieur à C, donc A supérieur à C, c'est cette idée-là, quoi. Donc dans l'inférence transitive. Passons pour un exemple qui était en réalité un peu à chier. Donc, les inférences de liaison sont aussi caractérisées par la distance séparant les deux énoncés qui doivent être liés. On parle alors d'inférence globale et locale. Oui, parce qu'on peut devoir lier des phrases qui sont côte à côte, comme dans mon exemple, ou des phrases qui sont éloignées dans le texte, notamment un but à une action qui se passe bien a posteriori.
Globalement, une inférence locale se produit lors du même cycle de traitement, donc quand on est lecteur expert, qu'on lit deux phrases en même temps, enfin, qu'on lit deux phrases, on peut dire que les deux phrases sont dans le même cycle de traitement globalement, alors qu'une globale, non, c'est pas dans le même cycle parce qu'il y a trop d'écart, il y a trop de phrases d'écart. Donc rendant l'énoncé à récupérer moins accessible, parce qu'en fait il n'est pas en mémoire de travail, globalement il est devenu en mémoire à long terme, quoi. Donc les inférences anaphoriques sont locales, alors que les inférences causales peuvent être des deux types. Donc elles peuvent être, inférences causales peuvent être locales globales, ces inférences anaphoriques sont uniquement locales. Donc là oui, l'exemple oui, du but pour une action bien a posteriori, donc là c'était un exemple d'une inférence globale. Donc inférence globale c'est forcément une inférence causale finalement. Alors, il y a une seconde catégorisation des inférences qui est utilisée, c'est l'automaticité de celle-ci à se produire lors de la compréhension d'un texte. Certaines inférences sont automatisées pour un bon compreneur et sont donc produites rapidement, en consommant peu de ressources et de façon presque inconsciente. Bref, c'est la définition de l'automatisme que je viens de vous donner. D'autres inférences sont stratégiques et délibérées, elles demandent plus de ressources cognitives et sont euh, plus coûteuses, beaucoup plus longues à faire, beaucoup plus beaucoup plus. J'ai oublié de mettre un mot. Bref, il faut que ce soit délibéré, par exemple, lorsqu'on lit un texte, on lit qu'un personnage fait une action. Pourquoi il fait ça, lui, déjà? Si on a ce raisonnement-là, c'est clair, déjà, on est dans une inférence stratégique délibérée. On réfléchit à pourquoi il commet cette action. Donc là, il ne faut pas oublier, du coup, ces deux types de catégories, automatique, délibéré, et là, l'autre catégorie, globale, locale, car ça va être ce qui va nous intéresser pour la suite. Ainsi, durant les années 90, les chercheurs ont voulu savoir quelles inférences étaient automatiques parmi les inférences globales et locales, qui ne catégorisent que les inférences causales. Donc là, on s'intéresse uniquement aux inférences causales, qui peuvent être locales ou globales. On se demande parmi les inférences locales globales, lesquelles sont automatiques et quelles sont délibérées et volontaires. Voilà. Si vous avez compris ça, vous allez être tranquille pour la suite, en termes de compréhension. Alors, pour connaître à quel moment une inférence est produite, Potts, Keenan et Golding en 88 ont développé des méthodes expérimentales dites en ligne. Ces méthodes peuvent être des temps de lecture ou encore des temps de dénomination permettant, contrairement à du rappel, de savoir si une inférence est commise au moment de la lecture, donc là ça serait automatique, ou plus tard au moment d'une question sur le texte par exemple. Donc là ça serait plus délibéré, euh, oui ce serait plus une inférence stratégique. Donc en voici les deux exemples donnés au CM, donc deux exemples de méthode en ligne. Donc on a le temps de traitement, donc c'est une phrase demandant une inférence, même si elle est automatique, demandera un temps de lecture plus long. Ça se comptera en millisecondes, comparé à une condition contrôle. Donc même si l'inférence est automatique, on mettra un peu plus de temps à lire la phrase que s'il n'y a aucune inférence à faire. Alors, il y a aussi la méthode de temps d'accessibilité du concept inféré. Donc là, c'est un peu long, mais c'est plutôt simple à comprendre. Donc, si une inférence dans un texte demande d'accéder à un concept en mémoire, donc par exemple une inférence causale, ah oui, la chute, donc là c'est l'exemple, donc il y a un enfant qui part en vélo, il revient avec des bleus aux genoux, inférence causale qu'on peut se faire, c'est qu'il a chuté de son vélo. Donc là, chute serait un concept en mémoire qui serait activé, pour venir mettre en lien les deux phrases que je viens de dire. Celui-ci sera alors dénommé plus rapidement que dans une condition contrôle où il n'y a pas d'inférence. Donc si par exemple on fait la dénomination, juste après la lecture de la phrase qui demandait une inférence et qu'on répond très rapidement par rapport à une condition contrôle, c'est que là on a fait l'inférence automatiquement, si c'est directement après la lecture de la phrase. Alors la difficulté réside ici dans un matériel quasi identique et ne possédant pas d'inférence involontaire, parce que oui, comme on l'a dit, tout ce qu'on écrit, il y a de l'implicite dedans quasiment, et donc il faut faire gaffe, enfin les chercheurs doivent faire attention à ne pas qu'il y ait de l'implicite avec des inférences à faire, mais qui ne voudraient pas en réalité, quoi, et qu'ils ne les détectent pas, qu'ils fassent des inférences en fait
inconsciemment, quoi. Ensuite, là, on va passer aux deux hypothèses. Je regarde juste le temps de la vidéo. 20 minutes, oh ça va, je pensais que je serais plus long que ça. Alors, dans la littérature scientifique, deux hypothèses sont apparues sur l'automaticité des inférences selon la distance séparant les énoncés. Donc là, en gros, le cas global, est-ce que ça joue sur l'automatique contrôlée, quoi. Il y a des hypothèses là-dessus, une interaction entre les différents types d'inférences. Donc le premier, c'est l'hypothèse constructionniste développée par Kaiser, Singer et Trabasso en 1994. Et donc la seconde, c'est l'hypothèse minimaliste développée par McCoon et Radcliffe en 1992. Et donc là, on va un petit peu s'étaler et mettre un petit paint pour comprendre ce qui différencie ces deux hypothèses. C'est ici. Alors l'idée, c'est est-ce que c'est fait automatiquement? Constructionniste, minimaliste. Donc dans une approche constructionniste, les inférences causales locales seraient faites automatiquement, tout comme les inférences causales globales. Les deux seraient faits automatiquement. Donc en gros, une mise en lien entre deux phrases, qu'elles soient proches ou lointaines, que ces deux phrases soient proches ou lointaines, ça serait fait automatiquement. Contrairement à l'hypothèse minimaliste, où il n'y a que les inférences causales locales qui sont faites automatiquement, les inférences causales globales seraient faites de façon volontaire à partir des inférences causales locales. En fait, ça serait un peu un empilement d'inférences causales locales qui nous permettrait de faire une inférence causale globale. Et donc oui, ça vient un peu mettre une condition, ça dépend pour l'hypothèse constructionniste, c'est que ça peut aussi dépendre des buts du lecteur, donc si dans une lecture passive ou approfondie, où il a vraiment envie de connaître et de maîtriser le sens du texte. Donc voilà, c'était ça. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre la fin de la vidéo normalement. Donc dans l'hypothèse constructionniste, là je fais un tout petit... je suis légèrement redondant sur ce coup-là. La causalité aurait une place importante pour l'homme, faisant qu'il chercherait automatiquement à comprendre l'origine de chaque action et événement. Donc cette importance capitale de la causalité ferait qu'on serait automatique dans nos inférences causales, qu'elles soient locales ou globales. En fait, j'étais pas du tout redondant. Donc dans l'hypothèse minimaliste, les inférences causales locales produites serviraient de base à la création d'inférences causales globales, volontaires et délibérées. Donc là, j'avoue, ça, je l'ai déjà dit, en vous affichant le paint. Je reviens dans un petit instant. Hop, je reprends tout de suite. Alors, donc là on était aux hypothèses constructionnistes et minimalistes. Tout d'abord, des études ont permis de corroborer l'idée commune de deux hypothèses, c'est-à-dire euh, de la production automatique d'inférences locales. Donc là les deux sont d'accord sur cette idée-là, c'est que les inférences locales sont produites automatiquement pendant la lecture. Et donc là, on a une petite étude, deux études qui viennent un petit peu dans ce sens-là. C'est l'étude de Singer Kobato en 92 et l'étude de Keenan, Bayet et Brown en 84. Alors, pour résumer rapidement la seconde étude, deux phrases demandant une inférence causale plus prononcée sont lues plus lentement que deux phrases ne nécessitant presque pas d'inférence causale. Donc là, on avait l'exemple de Joey, degré 1 versus degré 3, degré 1, c'est quand la première phrase est directement la cause de la seconde. Donc c'est l'exemple de Joey qui est dans la seconde phrase couverte de bleu, c'est ce qu'on apprend. Dans le degré 1, la première phrase dit que c'est son frère qui le frappait encore et encore. Donc là, il n'y a même pas d'inférence à faire, c'est direct. On comprend directement le lien entre les deux phrases. Il n'y a presque pas d'implicite. Dans le degré 3, on dit dans la première phrase que la mère de Joey était furieuse. Et après, dans la seconde phrase, on apprend directement que Joey était le lendemain couvert de bleu. Donc là, ce qu'il faut inférer, l'implicite là-dedans, c'est que la mère était non seulement furieuse, mais elle a aussi frappé Joey. Et donc lorsque l'inférence causale plus prononcée est à effectuer, on va mettre plus de temps à lire, tout simplement, les deux phrases. Alors maintenant, donc là c'est les dernières études,
Passons aux études avec des résultats divergents. Donc là, on s'intéresse au global. L'une corroborant l'hypothèse constructionniste. Donc, l'hypothèse constructionniste, c'est, je rappelle, automaticité des inférences globales, alors que l'autre corrobore l'hypothèse minimaliste. Les inférences globales sont volontaires, stratégiques. Alors, dans l'étude de Huitma, je ne sais pas si on dit comme ça, et collaborateur 93, les participants sont dans certaines conditions face à un texte incohérent. Cette incohérence peut être globale ou locale. Si le lecteur détecte une incohérence, alors il aura un temps de lecture plus long que s'il n'en détecte pas. Que ce soit dans la condition locale ou globale, les participants ont lu significativement plus lentement la phrase contenant une incohérence par rapport à un énoncé précédent. Donc oui, donc là, c'était l'exemple de l'Alaska pour aller bronzer. C'était... Oui, il y avait l'exemple dans le diapo où, autrement dit, on lisait plus rapidement la phrase lorsqu'on détectait une incohérence. Donc on dit qu'il y a un voyageur qui veut aller bronzer, être au soleil, et après on apprend qu'il réserve un billet pour l'Alaska. Donc là, ça paraît un petit peu incohérent car ça ne va pas avec son but. Donc, elle est là l'incohérence, parce qu'on fait une inférence causale et on se rend compte que bah, ça ne va pas avec son but, quoi. Et donc du coup, cette incohérence peut être soit locale, donc le but et l'incohérence sont proches, ou globale, le but est loin de l'incohérence détectée. Donc la phrase à lire, quoi, la phrase un peu cible. Donc cela signifie que les participants ont détecté pendant leur lecture une incohérence, et donc que l'inférence causale est automatique, qu'elle soit locale ou globale, parce que je rappelle, ils lisent plus lentement que ce soit pour une incohérence locale ou globale. Donc ça veut dire qu'ils ont détecté les deux. Donc qu'ils ont fait une inférence causale automatiquement dans la lecture locale et globale. Donc cette étude suit l'hypothèse constructionniste. Alors oui, un petit bémol donné à l'étude, c'est est-ce qu'on peut parler de cohérence globale lorsqu'il n'y a que 3 phrases d'écart. Je rappelle, en gros, l'exemple donné dans le diapo du CM, c'est on a le but, 3 phrases qui étalent un peu le parcours de la personne avant d'aller à l'agence de voyage, et ensuite, hop, il réserve un billet pour l'Alaska. Oh, étonnant. Donc là, est-ce que ces 3 phrases-là permettent de parler de cohérence globale ou de cohérence, enfin, on n'est plus vraiment dans la cohérence locale là, à ce moment-là non plus. Peut-être qu'il faudrait mettre un truc entre global et local finalement. Là, c'est moi qui rentre dans, dans mon raisonnement. Alors, pour finir, nous avons l'étude de McCoon et Radcliffe de 92, qui consiste à présenter au sujet des récits globalement ou localement incohérents. Suite à cela, une tâche de reconnaissance. Donc là, c'est pas juste un temps de lecture, c'est une tâche de reconnaissance avec un mot cible, qui était en fait le but initial du récit qui est présenté. Donc là, on a vu l'exemple du poids, donc d'une femme qui voulait perdre du poids. Donc là, le but, c'est de perdre du poids. Donc poids, c'est un mot cible qui pour le but de l'histoire. Et notre histoire, c'était avec un monsieur qui voulait faire un échauffement, qui voulait s'échauffer pour une compétition de tennis à venir. Donc là, l'échauffement, c'est encore une fois le but du récit. Donc une reconnaissance plus rapide du mot cible par rapport à une condition contrôle signifie alors un accès de ce mot et donc son utilisation dans les inférences causales permettant une détection de l'incohérence. Donc là, je rappelle, on est face à pour détecter l'incohérence, il faut qu'on fasse une inférence causale. Pour faire cette inférence causale, il faut qu'on utilise le but de l'histoire. Et donc là, j'ai fait un petit pain parce que je dois vous avouer que cette étude, j'ai un petit peu eu des difficultés, et donc j'ai fait un petit résumé. Bref. Donc autrement dit, si on fait une inférence causale pour détecter l'incohérence, on va avoir utilisé le mot, il va nous revenir à notre mémoire et être en fait accessible à ce moment-là. Cet accès va permettre de reconnaître le mot cible plus rapidement que dans une condition contrôle, on n'avait pas besoin de l'utiliser et d'avoir accès à lui. Et donc là, ce qu'on se rend compte dans l'étude, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance plus rapide en conditions globalement incohérentes. Donc si là,
on n'a pas de différence par rapport aux conditions de contrôle. Ça veut dire qu'on n'a pas plus d'accès qu'aux conditions de contrôle, et donc on ne l'a pas utilisé, car nous n'aurions pas fait d'inférence globale, tout simplement. Automatiquement du moins. Donc ça voudrait dire que l'inférence globale dans cette étude-là serait stratégique et délibérée. Donc oui, cette étude va donc dans le sens de leur hypothèse minimaliste, oui, c'est les mêmes auteurs. Alors là, on va un petit peu conclure. Finalement, les différents chercheurs finissent dans une impasse sans modèle permettant d'expliquer tous les résultats. Un troisième modèle va peut-être venir débloquer la situation, et ça c'est à suivre dans le marathon qu'on va se taper la semaine prochaine de 8 à midi. Et sur ce, moi je vous souhaite bon courage, bonne révision, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.